2007. Alors que le Wonder Woman de Joss Whedon et le film Flash de David S. Goyer sont successivement annulés, un premier projet de long métrage, Justice League, voit le jour, avec à sa tête le George Miller de la saga Mad Max. Après plusieurs déconvenues plus ou moins importantes, allant de la grève des scénaristes à de gros soucis de localisation pour le tournage, originellement prévu puis finalement interdit en Australie, Justice League Mortal sera avorté. L'idée de réunir sur grand écran les héros majeurs du roster DC attendra de voir passer les succès de la trilogie Dark Knight et l'échec cuisant de Green Lantern avant de refaire parler d'elle avec le Man of Steel de Zack Snyder en 2013, puis BVS en 2016, qui se voudra l'introduction à l'univers cinématographique partagé DC. Le tournage débute en avril 2016 et devient progressivement un enfer de prod avec d'un côté la vision sombre et pessimiste du réalisateur Snyder et de l'autre la volonté ferme des studios à vouloir édulcorer et adoucir au possible cette même vision, remise en doute depuis le récent échec critique de BVS. En mai 2017, alors en pleine post-production, Snyder décide de quitter définitivement son film à la suite du suicide de sa fille Autumn, laissant les manettes à Joss Whedon, réalisateur des colossaux Avengers 1 et 2 pour Marvel, choisi pour le remplacer. Junkie XL sera remercié par la Warner Bros et remplacé au pied levé par Danny Elfman pour l'OST. 2 mois et 25 millions de dollars supplémentaires sont alloués au reshoot pour terminer le film, incluant Henry Cavill et sa fameuse moustache interdite de rasage par la Paramount Pictures, pour qui il tourne alors le nouveau volet de Mission Impossible. Cela forcera les équipes en charge des effets spéciaux à effacer numériquement la pilosité faciale de Superman au montage, pour un résultat vivement critiqué plus tard. La durée de la version finale est rabotée, passant de 180 minutes à 120 sous la décision du chairman Kevin Tsujihara afin de maximiser le nombre de projections en salle. Malgré tous ces contretemps, la sortie n'est pas repoussée, autre décision de Tsujihara, désireux de toucher l'intégralité de ses bonus financiers en cas de non-retard, et le film sort, dans la panique et la précipitation, en novembre 2017. La réception est désastreuse, les critiques assassinent, qualifiant le produit comme d'une créature de Frankenstein difforme et indigeste. Justice League, après avoir coûté la somme record de 300 millions de dollars, n'en rapporte que le double, ce qui est un désastre pour un projet de cette envergure, qui finira par rentrer dans l'histoire du cinéma américain, mais clairement pas pour de bonnes raisons. Vous êtes sur Rose Comics et aujourd'hui l'heure est grave puisque nous allons parler de Justice League, sorti en 2017, réalisé par Zack Snyder, co-réalisé par Joss Whedon. 8 sur 20. C'est la même note que j'avais donnée à Green Lantern. Dialogue au ras des pâquerettes, humour téléphoné et dispensable, action aseptisée, aucun enjeu, une bande son complètement effacée, comme le méchant d'ailleurs, aucune iconisation alors qu'il s'agit de la Justice League. À la sortie de Justice League en 2017, la colère éclate chez les fans d'ici un peu partout sur la planète. Des pétitions réclamant le retour de Zack Snyder sur son film ainsi que son compositeur Tom Holkenborg sont lancées, récoltant des centaines de milliers de signatures. Très vite, le hashtag release de Snyder Cut devient viral et certains des plus déterminés iront même jusqu'à manifester jours et nuits sous les fenêtres des pontes de Warner Bros. Le réalisateur lui-même ne tardera pas à rejoindre le mouvement, évoquant sans pudeur l'existence de sa version originale et appuyant ses propos de photos de tournage, concept art, captures et témoignages de certains des membres du casting.
Le combat des fans et de Snyder pour la vérité sera long jusqu'en mai 2020, où Warner Bros, fraîchement racheté par le groupe de téléphonie AT&T, finira par autoriser le retour de Snyder sur ses rushs. Le Snyder Cut sortira bel et bien, permettant à son réalisateur de délivrer l'authenticité de sa vision à ses fans et à Warner Bros d'apporter un peu d'eau à son moulin, la plateforme de streaming HBO Max qui bat alors de l'aile et sur laquelle sera diffusé en exclusivité le film tant espéré. 70 millions de dollars supplémentaires seront alloués pour le Snyder Cut et des reshoots opérés. Le film doublera sa durée, passant de 120 minutes à 240 et sortira mondialement en VOD et en streaming le 18 mars 2021. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et aujourd'hui sur Oz Comics nous allons enfin parler dans cette review magnétoscope du Zack Snyder Justice League, voilà le Snyder Cut enfin sorti depuis le temps qu'on l'attend. Beaucoup d'entre vous savent déjà ce que j'en pense puisque j'ai donné mon avis sur le Discord communautaire. Vous retrouverez d'ailleurs le lien de ce Discord dans la description de cette vidéo pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et que ça intéresserait. Et puis j'ai également donné mon avis dans des petites vidéos réactions à chaud après un premier visionnage dans la chronique pause sur cette même chaîne. Voilà, le but d'un magnétoscope, c'est de vous livrer en profondeur et en quasi-intégralité tout ce que je pense d'un film. Pourquoi magnétoscope ? Parce que moi je peux faire des retours en arrière, des avances rapides, ce genre de choses, voilà, et donc du coup, on n'est pas sur une réaction à chaud après un premier visionnage, on est vraiment sur quelque chose de plus approfondi entre guillemets. Il y a beaucoup de choses à dire, vous imaginez bien un film de 4 heures, ça risque d'être le magnétoscope le plus long de l'histoire. De ce fait, je vais commencer sans plus attendre. Alors, rapide résumé. Vous le connaissez ce film bien évidemment, il s'agit de la formation de la Justice League par Batman. Voilà, Batman qui décide de prendre les devants puisqu'il comprend qu'il y a une invasion extraterrestre qui se prépare et donc il rassemble Wonder Woman, qu'il connaît depuis le film précédent, Batman vs Superman. Il rassemble un jeune qui s'appelle Barry Allen et qui démontre une capacité à se déplacer plus rapidement que la lumière. Un autre jeune qui s'appelle Cyborg qui a été victime d'un accident, qui a fait de lui un être surhumain, mi-homme, mi-machine, qui contrôle absolument tout ce qui est numérique. Et voilà, il décide de créer ce petit groupe avec Aquaman, le roi des océans, qui n'est pas encore roi d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet, pour essayer de contrer cette attaque extraterrestre menée par Darkseid, par le biais de son acolyte Steppenwolf, son bras droit armé, son oncle. Et donc la Justice League comprend très vite qu'elle ne sera pas suffisamment puissante face à une telle invasion et elle décide donc de faire revenir à la vie Superman qui a été tué dans le film précédent lors de son affrontement final contre Doomsday. Voilà de quoi il retourne concernant le résumé de Justice League. Quel rapport j'entretiens avec ce film ? Un rapport d'amoureux, un rapport très tumultueux, un rapport passionné, charnel presque. C'est-à-dire que le premier film, donc la version Whedon, lorsque je suis allé la voir au cinéma, j'étais déjà dégoûté, je savais que j'allais pas voir un grand film parce que la bande-son, je l'avais entendue en intégralité sur YouTube 2 jours avant, il n'y a rien qui m'avait surpris au niveau de la bande-son, et il n'y a rien qui m'avait subjugué, et de ce fait, moi je n'arrive pas à concevoir un bon film de super-héros sans une bonne bande-son. Donc voilà, je partais déjà, pour moi le film était déjà handicapé avant même que je puisse le voir. Et puis voilà, ça s'est confirmé, le film a été une vraie catastrophe. La première partie était assez sympathique, voilà, il y avait des choses qui me plaisaient pas trop mal. Une scène à Themyscira, la scène de Wonder Woman lors de l'attaque terroriste, la scène de Batman à Gotham City, intégralement tournée par Joss Whedon, qui n'apparaît pas d'ailleurs dans le Snyder Cut. Il y avait des choses qui me paraissaient sympas moi dans la version originale, et puis la douche froide elle s'est opérée à la moitié du film, parce que j'attendais grandement le retour de mon personnage préféré, Superman. Je voulais un retour iconique, un retour épique, et ça n'a pas été fait, voilà, c'était complètement foiré. Et de ce fait, le retour de Superman tombant à l'eau, tout le film tombait à l'eau. Et puis alors l'affrontement final, c'était une catastrophe. Voilà. Le ton du film n'allait pas du tout, c'était trop léger, ça correspondait pas du tout avec les images. Enfin voilà, on a déjà parlé de Justice League en long, en large, en travers. Je vous invite à retourner voir le magnétoscope concernant la Justice League si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous parlons de la Snyder Cut. Alors, du coup, j'avais détesté la Joss Whedon Cut. Et puis, j'avais milité, j'avais signé la première pétition, Roberto Matta, la toute première pétition qui avait été mise en ligne. Je l'avais signée, j'avais fait signer ma gonzesse, alors c'est parce que c'est. Necros avait signé, voilà, on était ensemble quand on avait signé. Et on voulait voir cette Snyder Cut, on était chaud, voilà. On pensait vraiment que ça pouvait se faire. Parce qu'à l'époque, il y avait du beau monde qui commençait à relayer cette pétition. D'ailleurs, il y avait le fils de Zack Snyder en personne.
Et puis j'avais acheté le t-shirt de la Snyder Cut afin de financer le projet, et puis afin de financer également une organisation pour l'aide contre le suicide aux États-Unis. Voilà, c'était ma manière à moi de participer à ce projet. Et puis après, le temps a passé, et puis j'ai fini par croire qu'on ne l'aurait jamais, ce film, et donc du coup mon enthousiasme est complètement retombé. Je voulais passer à autre chose, je voulais un reboot complet de l'univers d'ici, je voulais rien voir d'autre qu'un reboot. Voilà, la hype était au point mort jusqu'aux premières annonces, en tout cas aux premières vraies annonces concernant la Snyder Cut. Lorsque Zack Snyder a annoncé qu'à la base c'était 25 à 30 millions de dollars qui avaient été alloués, puis au final il y a eu 70 millions qui ont été réinjectés dans le projet, mais à la base c'était que 30 millions. Donc déjà tu te dis putain, il va bénéficier de 30 millions supplémentaires, il y a moyen que ça fasse un bon truc. Après on avait entendu qu'il y avait des acteurs qui étaient partis en reshoot. De ce fait, c'était des bonnes nouvelles quoi. Tu voyais que le projet est en train de reprendre vie de la plus belle des manières, donc du coup la hype est revenue, et puis avec le premier trailer et puis toute la série de trailers qu'on a eu après, forcément j'étais aux anges, et donc j'attendais de pied ferme ce film. Alors, et j'ai pas été déçu. Alors on va commencer par les points positifs. Ah, je vous charrie, évidemment que non, on va commencer par les points négatifs. Il y en a plein, allez c'est parti. Alors déjà au niveau de l'opening, ça manque de punch, bordel de merde, ça manque d'épique, tu vois, j'aurais voulu un opening avec un logo de la Justice League qui explose à l'écran, pam, 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 tu vois, avec un thème de ouf derrière. Justice League, voilà, tu comprends que tu vas assister à un truc de ouf. Hein. C'est pas du tout le parti pris pour le prologue. Donc ouais, un opening qui manque un peu de punch, je trouve. Ça manque d'explosion, ça te hype pas, quoi. C'est un petit peu longué en plus d'ailleurs, on va en reparler. Mais voilà, pour l'opening. Un petit point négatif concernant la musique que j'ai trouvé très bonne dans l'ensemble, donc on va en parler dans les points positifs, mais j'ai relevé quand même du négatif, c'est qu'on a une absence de thème marquant pour le monde d'Apocalypse, en tout cas pour l'Apocalypse Family, si je puis m'exprimer ainsi, hein, Darkseid, Steppenwolf et toute la clique. On a un manque de... On n'a pas de motif musical récurrent, un thème qui soit vraiment... qu'on puisse retenir, quelque chose de marquant. Tu vois, c'est plutôt... Concernant les méchants, on a plutôt une ambiance musicale très lourde, très ténébreuse, mais rien de... C'est pas musical. J'aurais aimé un thème plus musical. Pas harmonieux, musical, mais un motif voilà, qu'on puisse siffler. Et c'est ce qui manque pour offrir une vraie identité aux méchants. Donc c'est un peu dommage. Et puis j'ai noté également l'absence du thème du Batman du BVS. Hein. Pam, 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 pam. Alors ce thème il n'est pas fantastique, je le trouve pas exceptionnel. Mais j'aurais aimé l'entendre au moins lorsqu'on voit Batman sur sa gargouille là qui regarde le commissaire Gordon. Tu vois, j'aurais aimé entendre ces quelques notes là pour faire le lien avec les autres films d'avant. Ça aurait été cool. Idem pour le thème d'Aquaman. Alors là c'est un peu plus compréhensible qu'on réutilise pas la musique parce que c'est pas le même compositeur, c'est Rupert Gregson Williams qui a travaillé sur la BO d'Aquaman. Donc c'est compréhensible voilà, qu'on réutilise pas ce qu'il a fait sur son film pour le réinjecter dans Justice League. Mais voilà, j'aurais tellement aimé avoir une petite, un petit rappel au thème d'Aquaman, tu vois, ça aurait été sympa vraiment. Façon Junkie XL, peut-être un peu plus électrique, un peu plus rock, mais ça aurait été sympa. Alors, on a toujours le problème de du manque d'identité des villes, tu sais jamais où ça se passe. Bon, t'imagines que la scène avec Gordon sur le toit du GCPD, t'imagines que c'est à Gotham, mais voilà, quoi, je veux dire, visuellement c'est pas assez marquant. Metropolis et Gotham City, les deux villes se ressemblent. Et puis Central City, pas d'imagination, comme je vous le dis, à longueur de temps. Moi, Central City, j'aurais fait une ville qui ressemble, vue du dessus, qui ressemble à un circuit de Formule 1 avec plein d'autoroutes, plein de périphériques, des rocades, des nationales qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui se passent les unes par-dessus les autres. Vraiment quelque chose de très visuel. Voilà, offrir un vrai terrain de jeu digne de ce nom pour Flash. Et là, on a une ville tout ce qu'il y a de plus classique. Surutilisation d'effets numériques visuels, pas toujours réussis et pas toujours justifiés. J'ai l'impression qu'on utilise un peu à tort et à travers des effets numériques. Tu vois, il y en a un qui me vient à l'esprit, là, c'est quand Barry Allen, juste avant sa rencontre avec Bruce Wayne, mais voilà, il traverse des rails comme ça dans une gare, et tu vois un train qui passe derrière lui, et le train est numérisé. Je vois pas, tu vois, ce qui leur coûtait de faire passer un vrai train, quoi. Et vraiment, il y a une surutilisation d'effets numériques Et du coup, ça m'emmène à probablement le plus gros point négatif du film pour moi, c'est
l'intégralité de la numérisation des méchants. Voilà, des méchants, full CGI, Darkseid, Steppenwolf, même Mamie Bonheur, t'as l'impression que c'est une vraie actrice, mais au final, quand tu regardes de plus près, non, c'est modélisé, c'est pas une vraie actrice. Alors qu'il s'agissait juste de mettre une vieille, quoi, tu vois, enfin. Darkseid, t'aurais mis un gros balèze dans une armure, avec, certes, grimé, hein, voilà, avec des prothèses, du maquillage, tout ça, et puis filmé de manière à le grandir, comme ils ont pu faire dans Le Seigneur des Anneaux, hein, pour grandir les personnages, tu les filmes en contre-plongée, etc. Tu joues sur les échelles, bref. Là, c'était vraiment de l'abus de numérique. Et moi, quand un méchant est numérique, je n'y crois pas. Ses émotions ne transpercent pas. Et moi, je vais aller à contre-courant de tout le monde. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Non, pour de vrai, j'ai préféré Darkseid à Steppenwolf. Mais pour de vrai. Déjà d'une parce que Darkseid, on le voit pas tout le temps. Donc du coup, ça me choque moins. Steppenwolf, il est là tout le temps, donc forcément, tu vois les défauts, tu vois tout ça. Steppenwolf, il est toujours filmé dans la lumière, enfin très très souvent filmé dans la lumière, donc du coup, tu vois encore plus les défauts. Son armure étincelante et immaculée, ça fait vraiment fake. J'aurais préféré qu'il la salisse un peu, l'armure, qu'il la rende un peu plus terne pour le coup. En plus, c'est bizarre, c'est Zack Snyder. Zack Snyder, il rend terne tous les costumes de la Justice League, mais pas le costume de Steppenwolf, qui lui, pour le coup, est vraiment étincelant, et ça m'emmerde, parce que du coup, ça fait vraiment fake. Alors qu'il aurait été un peu plus gris, un peu plus sale, on aurait moins vu les défauts, je pense. C'est pas palpable, en fait, tu vois, c'est abstrait, et ça me plaît pas. Je préfère Zod. Zod avec un vrai acteur, une vraie gueule. J'ai du mal à... Mais c'est pas propre à ce film, hein. C'est tous les films où on met des méchants comme ça, hein. Voilà, ça m'emmerde. Un gros défaut du film. Un autre gros défaut du film. Là, on est vraiment sur les défauts majeurs. Barry Allen, bon, bah voilà, hein, exactement le même défaut que j'avais cité dans la Whedon Cut. Barry Allen qui ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait de lui. Non, ça va pas, quoi. J'aurais préféré un blond avec des yeux bleus. Vous allez me traiter d'arien, mais moi j'aime bien quand c'est comics accurate. Un blond baraque avec des yeux bleus qui soit flic. Voilà, trentaine d'années, flic dans la... Enfin, il est chercheur dans la police scientifique de base, c'est son métier. J'aurais préféré qu'on ait directement ce Flash. Parce que non seulement physiquement il est raté, ça c'est raté aussi, hein, on est d'accord. Je vais pas revenir là-dessus, tout le monde l'a cité, j'ai pas envie de répéter ce que les autres ont dit. La course est ratée et la caractérisation est complètement foirée. Le mec, il est déjà Flash, il a déjà ses pouvoirs. Tu sais pas trop, il dit qu'il a pas envie d'être justicier, mais il a déjà une Batcave, presque le mec, tu sais, avec plein de costumes et tout. Le gars, il a travaillé sur des prototypes de malades et tout. Et il dit qu'il veut pas être justicier. Ah bon? Bah pourquoi tu te fais un costume, mec? Plein de trucs bizarres comme ça. Il dit qu'il veut pas être justicier, mais il rechigne pas une seule seconde lorsque Bruce Wayne lui propose d'intégrer l'équipe. C'est-à-dire que direct, il accepte. Alors que il aurait dû être comme Cyborg, hein, dans le doute, dans le refus, et puis peut-être après dans l'acceptation. Mais d'entrée de jeu, comme ça, il accepte. Pour un mec qui dit qu'il veut pas être justicier, pour moi, c'est pas crédible. Et puis son origin story, elle est foirée, je suis désolé, déjà d'une parce qu'elle n'existe pas. Alors vous allez me dire, si elle n'existe pas, comment tu peux dire qu'elle est foirée? Elle est foirée dans le sens où on ne sait rien de ce Flash, on ne sait pas comment il a eu ses pouvoirs. Vous allez me dire, oh, si t'as lu des comics, tu sais. Non, ça marche pas comme ça. C'est comme le Spider-Man de Homecoming. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que... Il y a des gens qui n'ont jamais lu de comics qui vont voir les films, en fait. Tu peux pas leur dire, oh, ça c'est Flash, voilà, t'as qu'à ouvrir un comics. Non, il faut expliquer. Non seulement il faut expliquer pour des raisons scénaristiques, pour des raisons de compréhension, d'intelligibilité, mais aussi il faut expliquer pour l'ancrer dans ton univers et pour donner de l'importance au personnage et permettre au spectateur de s'attacher à lui. Moi, je ne peux pas m'attacher avec un personnage qui est déjà là, voilà, quasiment établi dans son rôle. Ça m'emmerde. J'ai ce problème-là avec Tom Holland dans son Spider-Man, j'ai ce problème-là avec Barry Allen qui a déjà des pouvoirs de Flash, il a déjà son costume, il est prêt à intervenir, le gars, voilà, il n'y a pas de problème. Je ne sais rien de ce gars. Je sais que son père est en tôle. Je sais ce que je sais parce que j'ai lu des comics. Donc je sais que son père est en tôle parce qu'on l'accuse du meurtre de Nora. On sait que... Et du coup, Barry il va dans la police scientifique à la base parce qu'en fait, il veut prouver l'innocence de son père. Son père est accusé du meurtre de sa femme, donc de la mère de Barry. Et Barry, il passe un diplôme et il rentre dans la police scientifique pour prouver à tous, ça c'est la version de Geoff Jones, ça date des New 52, cette origin story, pour prouver à tous que voilà, que c'est pas son père qui a tué sa mère. Et en fait, il n'y a rien de tout ça.
Donc en fait, ils sont en train de nous faire une Batman, là. Donc nous mettent un personnage avec un background, avec un passif, un passé, mais tu ne sais rien de ce passé, et voilà, on se contente de dire que ça a existé probablement, mais on t'en dit pas plus, et ça m'emmerde. Du coup, j'ai du mal à m'attacher à ce personnage. Voilà. D'autant plus, comment est-ce qu'il a eu ses pouvoirs? Parce que normalement, il prend ses pouvoirs lorsqu'il est déjà flic et il travaille dans son labo. Comment est-ce qu'il trouve ses pouvoirs? Enfin, comment est-ce qu'il gagne ses pouvoirs? Voilà. Oui. Il y a des gros soucis aussi, il y a des trucs qui m'ont fait bondir. Je sais plus si c'est dans la version Whedon. La version Whedon, je l'ai vue 2 ou 3 fois, et la dernière fois que je l'ai vue, c'était pour faire le magnétoscope. Donc ça remonte. C'était il y a plus d'1 an. C'était au moins 1 an et demi. Mais il y a un truc qui m'a marqué là dans ce visionnage, c'est les identités civiles sont exposées publiquement. Mais genre, bon, il y a Arthur, si ça y était dans la version Whedon. Aquaman qui dit à Bruce Wayne lorsqu'ils sont en Islande, là, au petit village de pêcheurs, qui dit alors comme ça, Bruce Wayne, toi tu te déguises en Batman la chauve-souris, enfin tu te déguises en chauve-souris, tu te déguises en Batman la nuit, machin et tout. Il le répète, histoire que tout le monde comprenne. Alors vous allez me dire, oui mais c'est en Islande, les gens ils parlent pas la même langue. Ils parlent anglais les gars, calme-toi, tout le monde parle anglais sur Terre. Et puis il y a aussi Lois Lane qui, lorsque Superman revient à la vie et qu'il en veut aux membres de la Justice League, là, lors de cette scène d'affrontement, eh bien t'as Lois Lane qui, pour calmer son chéri, l'appelle Clark devant les flics. Un gros point négatif, là, que peu de monde cite, et pourtant ça c'est un truc qui moi me fait sortir du Snyderverse. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je ne veux pas de Snyderverse. Je veux juste une suite à ça et qu'on en arrête là. Je veux pas qu'on reparte sur un univers basé là-dessus. Pourquoi? Parce que Clark Kent, il a été enterré publiquement. Tu ne peux plus le faire revenir, c'est trop tard. C'est pour ça que c'était une connerie de le faire mourir dès le deuxième film, parce que maintenant... Là, en soi, c'était pas une connerie. Si maintenant tu fais plus que 2 films derrière, ça va. Tu peux encore jouer sur le fait que il y a plus trop de Clark Kent. Clark Kent, il n'existe plus trop. Maintenant, on se concentre sur le personnage de Superman qui est dans l'urgence d'affronter Darkseid. Ok. Mais... comment tu fais maintenant un univers partagé avec ouais, je veux un Man of Steel 3, un Man of Steel 2, Man of Steel 3, etc. Clark Kent il n'existe plus, les gars, il est mort. Il est mort. Arrêtez avec ça. Ça, c'est une connerie. Un gros point négatif concernant le personnage de Wonder Woman. Bam, le terroriste, le chef des terroristes, désintégré. Wonder Woman n'aurait jamais fait ça. Hein. Wonder Woman se serait contenté de l'assommer ou de le menotter avec son lasso, je sais pas, enfin de le ligoter avec son lasso. Wonder Woman tue ses ennemis lorsqu'il s'agit de créatures antiques, de paradémons, voilà, des bestioles, des créatures, des monstres, quoi. Elle leur coupe la tête, y a pas de problème. Ouais. Les démembre, ouais, je veux voir Wonder Woman qui pète des gueules, qui coupe des têtes, qui démembre des créatures, mais pas qui désintègre un pignouf d'humain avec une Kalachnikov. Là, c'est too much. D'autant plus que si on regarde bien la scène, il y a une explosion qui est produite à partir de ça, et tous les flics qui sont en bas, qui attendent les ordres, sont mis en danger par l'éboulement des gravats, des rochers, de l'immeuble qui s'effondre sur leur gueule. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire des blessés, voire des morts. Diana, calme-toi. Calme-toi, je te demande juste de te calmer, bordel. Ouais, bon, ça c'est une critique qui revient souvent, des ralentis qui sont pas toujours justifiés. Moi, j'aime beaucoup les ralentis, surtout que Snyder, il s'en sert pour esthétiser les scènes. Hein. Il y a une scène qui a été beaucoup critiquée dans l'utilisation du ralenti. C'est le touchdown de Victor Stone, voilà, sous la neige, là. Moi, je trouve cette scène d'une beauté incroyable. Et le ralenti ne m'a absolument pas dérangé. C'est pas vraiment ce ralenti qui m'a le plus saoulé, moi. Moi, les ralentis dans la Snyder Cut, je les ai quasiment tous aimés, mais il y en a quelques-uns qui, effectivement, me paraissaient un peu abusifs. Il y en a un qui me vient en tête, c'est une Amazon. Tu as un plan pendant la séquence où Steppenwolf fait récupérer la boîte mère à Themyscira. Tu as une Amazon qui est sur un cheval, et là, ralenti sur la tête de l'Amazon à cheval. Ça, c'est le genre de ralenti que j'ai pas envie de voir, ça ne sert à rien. Snyder ne s'attarde pas sur les personnes. Ouais, je me relis, ouais, je suis en train de me relire. Ouais, ça fait pas professionnel, mais je ne suis pas professionnel, donc je m'en bats les couilles. Snyder ne s'attarde pas sur les personnalités civiles de ses héros. Ah bah oui, c'est vrai, connard, c'est toi qui l'as écrit. Diana Prince, elle est inexistante dans le film. Elle travaille dans un musée, c'est tout ce qu'on sait. On la voit, là, faire un truc. Barry Allen, j'en en a parlé. Clark est mort et enterré. Bruce Wayne, on fait pas plus... Après, on s'en fout de Bruce Wayne, on l'a assez vu.
Là, pour le coup, ça aurait été peut-être un peu too much de nous montrer Bruce Wayne dans sa vie de tous les jours, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes, mis à part Cyborg, bah, en fait, on ne traite que les alter-ego costumés des membres de la Justice League, mais jamais leur identité civile. Tu ne sais rien de cet Arthur Curry. Tu sais juste qu'il est en exil. Tu vois pas son père, la relation avec Mera est un peu floue. Voilà, tu ne sais pas grand-chose. Comme Barry Allen, comme j'expliquais, tu ne sais pas grand-chose. Diana, tu la vois une seule fois en civil. Enfin, de temps en temps, tu la vois en civil, mais tu sais pas ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. C'est un problème de Snyder, c'est qu'en fait, lui, dans sa vision des super-héros, j'ai l'impression qu'il y a que les super-héros, il occulte très très souvent leurs identités, leur équivalent civil. Pour moi, c'est un pan extrêmement important dans la mythologie du super-héros. Tu peux pas faire un film Spider-Man sans nous montrer Peter Parker. C'est un souci. Alors, j'aime beaucoup la scène qui se passe dans l'Antiquité, là, lorsque Darkseid vient sur Terre une première fois et qui se fait botter le cul par Ares et par toute l'alliance là, des Amazones, des Atlantes, des humains. Beaucoup ont soulevé le problème que Darkseid est très faible parce qu'il se fait déglinguer par Ares assez rapidement. Je suis pas d'accord avec ça. Déjà d'une, tu vois bien clairement que c'est une alliance des dieux qui permettent de faire reculer Darkseid. Parce que les gens résument cette scène à Darkseid se fait déglinguer par Ares. C'est faux. C'est faux. Déjà, il y a Zeus et Ares qui sont en train de travailler de concert pour repousser Darkseid. Et à ce que je sache, si j'ai réussi à le dire, Ares ne tue pas Darkseid. Il le blesse seulement. Il ne parvient pas à le finir. D'ailleurs, il y a peut-être un petit défaut à ce niveau-là. On aurait dû voir Ares se fait retarder par des paradémons et ce qui permet l'évacuation de Darkseid. Ça, c'est de la foutaise pour moi. On aurait dû voir Ares qui déglingue les paradémons, certes, mais qui va s'occuper de finir Darkseid. Il lui laisse le temps de se barrer. Ça, c'était de la foutaise. Ouais, on est d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord quand on dit oui, Darkseid déglingué par Ares. Non. Zeus et Ares, c'est quand même pas rien. Ils sont à deux dessus, les gars. Voilà. Le gars, en face, il est tout seul dans cet affrontement. Alors, beaucoup ont justifié cette séquence sous le fait que Darkseid est beaucoup plus jeune et donc beaucoup moins expérimenté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette version. Ça, c'est ce qu'on appelle une facilité scénaristique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je vais vous expliquer pourquoi. Si maintenant tu pars du principe où c'est pas Darkseid, c'est Uxas. Donc Uxas, son identité avant qu'il devienne Darkseid. Déjà, physiquement, faut pas le faire pareil. Si c'est Uxas, bah tu le changes physiquement. Alors on va me dire, oui, mais regarde, ce truc-là, c'est pas tout à fait le même. J'en ai rien à foutre, je veux pas des détails. Moi, je veux un changement radical de visage, de physique, voilà, je veux un changement radical du personnage physiquement pour bien me faire comprendre qu'effectivement, ce n'est pas le Darkseid tel qu'on l'entend. Là, il n'y a rien qui nous le dit, si ce n'est le fait qu'il n'utilise pas une seule fois ses rayons oméga. Voilà. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans la scène qui nous fait comprendre que ce Darkseid est plus faible. Ou alors tu cites son nom Uxas. Là, il est déjà Darkseid dans la scène. Puisque les Amazones taguent sur le mur, dans leur caverne, elles marquent Darkseid. À la limite, si tu veux jouer là-dessus, bah tu montres que Darkseid, il travaille pour quelqu'un d'autre. Alors que là, non. Là, c'est son propre patron. À la limite, il aurait fallu qu'on voie la reine Aegra, par exemple, sur un trône, donner l'ordre à Darkseid, ou en tout cas Darkseid qui lui doit quelque chose, Uxas. Mais là non, clairement, on voit que Darkseid c'est le patron, c'est lui le chef, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc c'est une foutaise pour moi, c'est une foutaise. Et puis le Green Lantern, je l'ai préféré dans le film de Whedon. Parce que dans le film de Whedon, il matérialise des armes, tu vois, des haches, je crois, je sais plus ce qu'il fait, une hache, une épée, quelque chose comme ça. Là, je l'ai trouvé très feignant dans son utilisation de l'anneau. Il balance juste des rayons d'énergie verte, c'est un peu naze, quoi. C'est un peu naze. Puis c'est un peu feignant, j'aurais aimé lorsqu'il est mort et que son anneau s'envole pour chercher un nouveau porteur, j'aurais aimé qu'on voit l'anneau atterrir par exemple chez Abin Sur. Alors vous allez me dire, Abin Sur c'est le prédécesseur de Hal Jordan, donc c'est trop tôt, parce que là on est pendant l'Antiquité. Donc ça voudrait dire qu'Abin Sur il est super vieux, on s'en fout, c'est un extraterrestre, bordel de merde. Et puis dans l'espace, la notion du temps c'est quelque chose de complètement abstrait. Donc ça aurait été cool de voir l'anneau qui vienne chez Abin Sur. Voilà. Puis ça aurait pas été incohérent, c'est un extraterrestre, tu n'as pas justifié son âge.
J'aurais aimé voir Darkseid qui détruit une planète. On ne le voit pas faire. On voit une version hypothétique de la planète, Terre, avec la séquence du Nightmare, ou alors les petits les flash forwards, pardon, ou alors les flash forwards lorsque on nous explique que si Darkseid prend le contrôle de la Terre, ça va être un désert, les villes vont être, tout va être détruit, etc., etc. Ça va être l'apocalypse. Mais ça, c'est un futur hypothétique. C'est pas fait. C'est pas concret. Pour moi, pour montrer toute la dangerosité d'un ennemi, faut le voir faire du concret. J'aurais aimé voir Darkseid, par exemple, arriver sur Mars et péter la gueule aux Martiens. Et là, ça t'aurait permis d'introduire le Martian Manhunter. Bah oui, mais il faut faire marcher vos neurones, les gars. Et tu vois le Martian Manhunter qui est le seul rescapé de sa planète et qui va sur Terre. Comme ça, hop, son origin story, elle est très habilement intégrée dans la séquence de flashback. Et comme ça, cette séquence de flashback, non contente de te montrer d'où vient le Martian Manhunter, et bien en plus de ça, elle t'explique la dangerosité de ce méchant qui est Darkseid. Voilà. Et ça rajoute de l'enjeu. Ah, il y a quand même pas mal de points négatifs, puis j'en ai encore. Ah, mais le film dure 4 heures, donc t'imagines bien que... Atlantide, vu par Snyder, j'ai un peu de mal. En soi, tu n'aurais pas eu le film Aquaman, elle m'aurait posé aucun problème, cette Atlantide. Snyder, il est dans une vision très antique de l'Atlantide. Pour lui, Atlantide, c'est une Themyscira sous-marine, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une représentation très, très antique, moyenâgeuse, en fait, avec des hommes en armure de cuivre, des lances, des épées, quelque chose de très sommaire, très antique. On est dans cette vision d'Atlantide. Elle n'est pas déconnante, cette vision. Hein. C'est juste qu'après avoir vu le film Aquaman, où là, James Wan, il va dans le sens complètement opposé en nous montrant une Atlantide beaucoup plus futuriste avec des mecs habillés comme des bioman, là, bam, tu vois, des armures vachement futuristes, une technologie de dingue. Et ben du coup, la Atlantide de Snyder, je trouve qu'elle fait un peu feignante à côté. Et puis elle est surtout très sombre, très très sombre. Et c'est aussi ça qui me pose problème. Moi j'aime bien les bouquins Aquaman parce que quand t'es sous l'eau, bah en fait c'est lumineux. Ça a beau être sous l'eau, ça a beau être à des profondeurs de ouf, bah c'est quand même plein de couleurs, c'est lumineux, c'est super joli, t'as envie d'aller vivre là-bas quoi. Là, t'as l'impression que c'est froid, c'est sombre, ça joue pas sur les lumières que pourraient faire les poissons, tu sais, enfin, je sais pas. Ouais, puis c'est surtout que dans le film Aquaman, tu vois que c'est une vraie civilisation futuriste portée sur la technologie avec une armée de malades et tout. Et là, donc, c'est une civilisation très antique chez Snyder, et en plus de ça, ils ont en leur possession la GameCube, la boîte mère, qui est gardée par 3 connards, quoi. 3 connards, hein. Je sais pas, mais un régiment autour, enfin... Il y a des petites scènes qui sont clairement indispensables. Il y en a une qui me revient. Enfin, qui me revient, elle est notée là, c'est pour ça. Je suis un tricheur. C'est une apparition de Dessad, matérialisée dans la centrale nucléaire, qui intervient et qui parle à Steppenwolf, et qui lui dit « Où en es-tu, Steppenwolf ? Oh, il me reste à trouver la 3e boîte mère, celle gardée par les humains, mais je ne la trouve pas. Tu dois trouver la 3e boîte mère, Steppenwolf. » On avait compris en fait. Tu vois, il y a des trucs comme ça, des lourdeurs en fait. C'est des petites scènes qui sont vraiment pas indispensables, rajoutent des lourdeurs et du coup rajoutent de la longueur. Il y a un truc que j'ai pas compris dans le film, vous allez me le dire dans les commentaires. On est d'accord que lorsque Darkseid arrive pour la première fois sur Terre, il trouve l'équation anti-vie. Parce qu'il donne un gros coup de hache, et là ça dévoile, bam, à la surface du désert, là où ils se battent, ça dévoile toute l'équation anti-vie. Bam, toute la formule est là. Donc Darkseid l'a trouvé. Pourquoi est-ce qu'il semble si surpris que Steppenwolf l'ait retrouvé sur cette planète ? Alors on va me dire, c'est parce qu'en fait Darkseid il a colonisé des centaines de milliers de planètes, et donc du coup forcément il sait plus trop où il en est. Ça décrédibilise un peu le méchant. Le mec il est à la recherche depuis qu'il est créé, ce mec là, il est à la recherche de son équation anti-vide, il la trouve une fois, il se fait botter le cul, il a pas le temps, et après il note pas sur un post-it, le gars, c'était sur Terre. Tu vois, ça j'ai pas compris. Parce qu'en fait du coup Steppenwolf il est là, ouais Darkseid en fait j'ai trouvé l'équation anti-vie, oh. Wow, t'as trouvé l'équation anti-vie. Bon, c'est pas dit comme ça, hein, t'imagines bien, il y a un peu plus de solennité. Mais, bah oui connard, t'es déjà venu il y a 200 ans. Tu l'as pas noté quelque part là ? C'est pas très professionnel ça, Darkou. Ça j'ai pas compris, ou alors je passais à côté d'un truc.
Le Martien, Martian Manhunter, il est trop, hein, honnêtement. À la base, je sais qu'il voulait faire Green Lantern, mais à la limite, on t'a dit non, bah tu fais rien, quoi. Le Martian Manhunter, il est vraiment de trop ici. Parce qu'en plus de ça, ben, il est là exclusivement pour les fans. Parce qu'un mec, je veux dire, mon père va voir le film, il va dire what the fuck, c'est qui ce mec? En plus, c'est mal fait, putain, il est dégueulasse. Martian Manhunter, CGI dégueulasse. Il est pas expliqué, il est balancé là, voilà, faites avec, voilà, vous connaissez son nom. Même pas, parce qu'en plus, son nom, il est dit qu'à la toute dernière séquence du film. Dernière seconde du film. Ça voudrait dire qu'en plus, le mec, il a quand même il est aussi craqué que Superman, hein, Martian Manhunter. C'est un des personnages les plus puissants de la Justice League et de l'univers d'ici tout entier. Et ça veut dire qu'il a pas bougé son cul lorsque Zod est arrivé, il a pas bougé son cul lorsque Doomsday est arrivé, il a jamais rien fait, le gars, il a regardé, il regardait comme ça. Alors que sa planète s'est fait détruire, qu'il l'a fui. Je sais pas, il devrait se dire, je vais peut-être pas laisser la Terre se faire déglinguer pour le coup. C'est bien beau d'arriver à la fin du combat. Le gars, il arrive après la guerre. Après 3 guerres. Hein. Oh, puis son iconisation est complètement foirée, quoi. À la limite, la dernière séquence, lorsqu'il vient du ciel comme ça au-dessus de la villa de Bruce Wayne, là, au bord du lac, c'est joli, il y a un beau jeu de lumière avec le soleil qui se couche et tout, ça c'est très joli. Mais le problème c'est que la CGI est dégueulasse. Et puis la première fois qu'on le voit dans le film en costume, donc la séquence lui devrait être iconique, c'est dans une vieille cage d'escalier mal éclairée. Ça pose des soucis. Écoutez, je crois qu'on est pas mal sur les points négatifs. Hein. Ah non, Lex Luthor à la fin du film, voilà, il revient dans une petite scène qui sert absolument à rien. La scène est dégueulasse, Lex Luthor est dégueulasse, toujours autant. Le Joker, je ne l'aime pas, ce Joker Marilyn Manson, c'est pas le Joker. Voilà, là on a un Joker gothique, sombre. J'ai l'impression de voir une redite mal faite de Heath Ledger, j'ai pas envie de voir ça, j'ai envie de voir un vrai Joker, j'ai envie de voir le Jack Nicholson, moi, tu vois, un Joker qui s'éclate, qui s'amuse, tu vois. Là c'est pas le cas. Il y a un côté trop sombre. Alors le Joker c'est un personnage sombre, mais toute la magie du Joker c'est en fait... Le mec se livre à des actes de cruauté et de barbarie insensés, mais à aucun moment ça te paraît dramatique parce qu'il le fait toujours dans la bonne humeur, voilà, c'est toujours très carnavalesque, très festif, et à aucun moment ce qu'il fait, alors que c'est des actes incroyablement cruels, ça te paraît dégueulasse. C'est ça toute la magie du Joker pour moi. Alors que lui là, il fait cradingue déjà le gars à la base, donc c'est raté. Toutes les 20 dernières minutes sont complètement ratées d'ailleurs. Moi les 20 dernières minutes, honnêtement, je ne les regarde pas quoi. Je les ai vues une fois. Je les ai vus pour mon premier visionnage, je les ai vus pour faire ce magnétoscope. Maintenant, lorsque je regarderai la Snyder Cut, les 20 dernières minutes, je vous le dis, elles sauteront. Pour moi, le film se termine avec le monologue de fin, là, le discours de fin, genre 20 minutes avant la vraie fin de la Snyder Cut, lorsque tu vois tous les super-héros qui font leur truc dans la vie de tous les jours, et tu vois Clark Kent dans la rue, qui entend quelque chose, qui se dirige dans une ruelle, qui déchire sa chemise avec le S. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit le costume bleu, hein, pour le coup. J'ai postillonné, je pense que tu l'as vu. J'aurais préféré que quand il fasse ça, c'est le costume bleu de Superman épique, quoi. Bordel, putain, ça fait chier qu'il ait gardé le costume noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une suite, on va le voir faire Superman dans la vie de tous les jours en costume noir. Normalement, le costume noir, c'est one shot. C'est juste pour sa résurrection. Après, il reprend le bleu, tu vois. Là, ça m'a un peu fait chier, ça aussi. Tiens, un point négatif que j'avais pas mentionné là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le film il se termine au moment où Clark Kent il déchire sa chemise dans la ruelle. Bam! Le S de Superman. Le S de Snyder, bam, tu vois, c'est épique, hop, directed by Zack Snyder, le film se termine là, ça aurait été hyper classe. Et en plus de ça, pourquoi ça aurait été iconique as fuck? Bah parce qu'en fait, ce film se serait clôturé sur une scène qui rendrait hommage, clairement, au Superman de Christopher Reeve, c'est-à-dire au premier film de super-héros de l'histoire. Ça aurait été ça aurait tellement pris plus de sens en fait que ça se termine là-dessus. Mais il a voulu nous faire sa scène post-apo qui servait à rien et qui m'emmerde. Bon, on va passer au point positif. Il me reste une demi-heure d'enregistrement. Ça fait chier. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 36 minutes. Ce magnétoscope, ça va être un calvaire. L'opening qui manque de punch, etc. Je vous en ai déjà parlé dans les points négatifs. Il y a un point positif, c'est que cet opening fait directement le lien avec ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est très sympa parce que ça établit l'univers, ça continue de développer cet univers. Et moi, j'aime bien quand il y a une cohérence dans un univers entre les films.
Voilà, c'est... Et en plus de ça, on s'amuse à te montrer l'étendue de l'univers d'ici, quoi. On est à Gotham, Metropolis, après on va sous l'eau, on voit les Atlantes, après on va à Themyscira, on voit les Amazones. Tu vois, c'est cool parce que juste avec cet opening, bah, t'as un aperçu de toute la grandiosité, enfin le grandiose de l'univers d'ici, toute l'immensité de cet univers, et ça c'est cool. Je vais accélérer un peu. On a un vrai travail de composition musicale, merci Junkie XL. On a un vrai travail de composition musicale de films de super-héros. On a voilà, des thèmes qui sont vraiment pour le coup percutants. Je pense notamment au personnage de Wonder Woman, putain, mais ce thème il est incroyable, bordel de merde. Le thème où tu la vois sur la statue de la justice, là, prête à intervenir, après elle va botter le cul des terroristes. Voilà, utilisation de chœurs ancestraux, de chœurs antiques qui te ramènent forcément à l'Antiquité et à Themyscira. Tu vois, des chants un peu orientaux, des chants très lointains comme ça. Putain, c'est prenant, tu vois. Et puis après, t'as le thème de BVS, le thème de Wonder Woman là, qui explose là, bam, violon électrique, guitare électrique, les tambours, bam, bam. Et puis en plus de ça, on rajoute par-dessus les chœurs ancestraux. Oh putain, pour moi c'est le meilleur morceau du film. Je vous le dis, c'est... Oh putain, je me suis presque fait dessus. Ça enrichit, ça donne, ça offre au personnage une vraie dimension musicale en fait. Tu vois, c'est ça que j'adore. On réutilise par exemple les thèmes de Man of Steel. Cyborg, il a son propre thème qui est très reconnaissable aussi. Enfin, c'est voilà, c'est très très cool. On a une BO riche, dense, variée, qui mêle instrumentalisation électrique, des chœurs ancestraux, une percussion dynamisante, putain, la percussion, bordel, les tambours, Junkie XL, il se fait plaisir, il nous avait déjà fait le coup sur Mad Max, et moi j'aime bien quand ça percute comme ça, bordel. C'est marrant parce que j'allais dire, là, vous savez la scène de la banque, là, où Wonder Woman, quand elle va botter le cul des terroristes, en fait c'est pas une banque, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, je crois pas que ce soit une banque, en fait c'est un bâtiment administratif historique. Parce que t'as des écolières qui sont là en voyage scolaire, tu sais. T'emmènes pas des gamins en voyage scolaire dans une banque. Non, c'est un bâtiment historique. Je sais pas pourquoi, je suis toujours en train de dire que c'est une banque, alors que pas du tout. La mise en scène de Zack Snyder qui est contemplative, et moi j'aime bien, voilà, moi c'est ce que j'aime dans un film de super-héros, c'est quand on les contemple, quand on les admire. C'est pour ça, vas-y, fais des ralentis, je m'en bats les couilles. Fais-en 15 si tu veux, en 1 minute, je m'en fous. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont... Putain, c'est ça que j'ai envie de voir dans un film de super-héros. Pas envie de voir un guignol qui fait un vieux saut tout pourri, film en contre-plongée, un truc qui dure 2 secondes. Non, j'ai envie de voir de la belle gestuelle, des belles postures de héros, comme si je lisais un beau bouquin de Ivan Reis ou d'Alex Ross. J'ai envie de voir ça, bordel de merde. Et ben Zack Snyder, il le fait, il y va à fond les ballons. Il y en a qui vont dire c'est too much. Bah non, pour moi c'est ça. Iconiser ces personnages, c'est ça, faire un comic book movie, ça leur donne de la grandeur, c'est magnifique quoi. Et puis même les paysages, hein, tu vois, la caméra qui se balade dans les glaciers au tout début du film, lorsque Ben Affleck se rend en Islande pour aller voir Aquaman. Enfin voilà, même les paysages sont magnifiés, tous les plans, il y a une vraie poésie dans la façon de filmer de Zack Snyder. Tu vois, lorsque Lois Lane se rend sur le mémorial de son homme disparu, petite musique au piano toute douce avec la pluie qui tombe, on filme les fleurs qui fanent comme ça sous la pluie, tu vois, c'est poétique, c'est beau, bordel de merde, c'est beau à se damner. La flèche des Amazones, la flèche d'alerte qui traverse les cieux comme ça, des scènes qui sont similaires à la version de Joss Whedon retrouvent complètement, déjà d'une tout leur sens, mais un vrai second souffle. C'est-à-dire que c'est plus du tout les mêmes scènes en fait. C'est plus du tout les mêmes scènes. Tu vois, un exemple, lorsque Diana perd son épée et qu'elle saute pour récupérer son épée, et là t'as Flash qui utilise sa super vitesse pour aller lui redonner, c'est avec un petit coup de doigt bien placé comme ça. Cette scène m'avait absolument pas marqué dans la version de Whedon, avec le thème de Flash, c'était une espèce de reprise de son thème de Hulk en 2003 dans le film de Ang Lee là. C'était pas... T'as vraiment l'impression que c'était l'opening de Hulk retravaillé comme ça, voilà, et hop, j'ai fait un thème pour Flash. Ah, tu t'emmerdes pas, quoi. Là, pour le coup, on a une vraie musique épique, et du coup, bah, ça redonne toute sa dimension héroïque à la scène. Et cette scène, elle devient incroyable. Une scène sur laquelle je m'étais pas du tout attardé lors de mon premier visionnage. Bah là, dans la Snyder Cut, enfin, dans le premier film, là, dans le Snyder Cut,
j'ai pris ma claque. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais plus souvent d'ailleurs avec les films de super-héros. Le Zack Snyder Justice League m'a fait retrouver des réflexes que j'avais lorsque j'avais 15-16 ans et que je regardais les Spider-Man de Sam Raimi ou Batman Begins ou ces films-là, tu vois. Je les regardais tous les week-ends. Tous les week-ends, je les regardais en boucle, ces films. Et puis je repassais des scènes. 5, 10, 15 fois d'affilée, je repassais des scènes. Tellement j'étais scotché, quoi. Et ça, je ne l'ai plus fait depuis Batman Begins, je crois. Peut-être Dark Knight Rises, avec la scène où Bruce Wayne s'extirpe du puits, de la prison. Ça, je ne le fais plus parce qu'en fait, les films de super-héros ne me marquent plus suffisamment. Et Justice League par Zack Snyder me l'a fait. C'est-à-dire que c'est un film que je me suis maté 3 fois en une semaine, malgré ses 4 heures. 3 fois en une semaine. Ça m'était plus arrivé depuis des années, depuis des décennies de faire ça. Et puis d'être sublimé devant une scène et de la remettre et de la remater à nouveau encore et encore. Ça me l'avait plus fait depuis des années, ça, les gars. Il y a de la violence, il y a des morts brutales. Tu vois la scène des terroristes là, pas à la banque, hein, dans le bâtiment administratif, on va dire au Parlement, ça n'est peut-être pas un, mais on s'en fout. La scène des terroristes au Parlement, tu prends celle de Whedon, les mecs c'est des agneaux quoi, tu vois, enfin, ils tuent des gens hors champ machin, alors que là, tu vois des mecs qui tombent par terre, t'as des effusions de sang, sur le mur t'as des traces de sang, putain c'est plus du tout la même quoi. Et puis, tu vois que le terroriste il est là pour faire le salopard quoi, le mec il change d'arme, il prend une arme automatique, tu vois, c'est vraiment, il est vicieux jusqu'au bout, et il braque des gamines. T'as des gamines, tu vois, je te demande pas d'avoir des effusions de sang ou des bras ou des têtes qui volent ou des bras qu'on coupe. Je te demande pas une surabondance de violence, moi, pour me rendre une scène intense. C'est pas ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est des images chocs. Et pour moi, dans un film de super-héros, entre guillemets, tout public, entre guillemets, parce que je sais que Zack Snyder Justice League n'est pas tout public, mais même, ça aurait pu passer, cette scène-là aurait pu passer dans le Spider-Man de Sam Raimi, pour le coup. Juste le simple fait de voir un gars qui braque un fusil automatique sur des lycéennes apeurées, en pleurs. Juste ça, bordel de merde. Avec la musique derrière qui te fait comprendre que ça va très mal se terminer. Juste ça. Ça serait passé dans un film dans les années 2000 sans forcément faire du rated R. Hein. Juste ça pour te démontrer la dangerosité des méchants. Si les méchants ne sont pas dangereux, les super-héros ne servent à rien. Je le répète. Là, pour le coup, j'ai eu des vrais méchants dangereux. J'ai eu des morts brutales. J'ai eu des effusions de sang. J'ai eu des Atlantes qu'on extirpe de l'eau et qu'on laisse mourir sur la plage, asphyxiés parce qu'ils ne peuvent pas respirer l'oxygène. J'ai eu des Amazones coupées en deux. Des chevaux balancés, même s'ils sont en numérique. Du coup, tu y crois un peu moins, mais de toute façon, ils étaient obligés. Mais tu as des chevaux qui sont balancés, qui retombent lourdement sur le sol, bam, qui se cassent la colonne vertébrale. Waouh, ouais. Tu vois, là, tout de suite, les méchants, ils prennent de l'ampleur. Voilà. C'est ce que je bassine sur... Je vous bassine avec ça sur cette chaîne depuis des années, les gars. Mais voilà, j'ai eu ce que je demande, bordel de merde. Un gros point positif du film, le rythme. Le film dure 4 heures, je ne les ai pas vus passer parce que c'est très bien rythmé. D'ailleurs, il y a un truc qui est très sympa dans ce film, c'est que si tu veux le regarder en 2 fois, voilà, que ce soit plus digeste, et ben, au bout de 2 heures, t'as un mini-final. La grosse séquence de fight dans les égouts, là, et ben, pour moi, c'est le final de la première partie, si tu veux le regarder en 2 fois 2 heures. Donc en fait, c'est parfait. Tu vois, ça te fait un petit final. Et du coup, le film, je le trouve super bien rythmé. Il y a de la place pour tout. Et tu t'ennuies pas une seule seconde. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Après, je dis pas, hein, moi je suis fan de l'univers d'ici. Je pense que vous l'aurez remarqué. Hein, quelqu'un que tu prends dans le public lambda, qui en a un peu rien à foutre, je pense qu'il risque de souffrir. Hein, mais pour quand t'es fan de d'ici, bon bah voilà, tu t'ennuies pas quoi. On a un vrai méchant ce coup-ci, malgré le fait que numériquement, qu'avec l'utilisation numérique, j'y crois pas trop. Au moins, on a un vrai méchant qui a un background, tu crois à ses motivations, déjà tu les comprends, ses motivations, et puis tu y crois. Et puis ce méchant, il prend beaucoup plus d'ampleur parce que, au moins, il fait du sale. Voilà, il fait vraiment du sale. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est lorsqu'on voit le paradémon qui est filmé à échelle humaine. Vous savez, le balayeur de Star Labs, là, il entend du bruit, hop, et il va dans l'arrière-salle, et puis là, il voit un paradémon, en fait, menaçant et tout, ça fait un peu film d'horreur. J'aime beaucoup cette séquence parce que les paradémons, tu les vois depuis le début du film, comme des petites guêpes, des abeilles, tu vois, un essaim d'abeilles qui s'envolent. Voilà, ils sont menaçants, mais t'as pas l'impression qu'ils sont vraiment plus dangereux que ça.
mais là on te les repositionne à échelle humaine. C'est-à-dire que le balayeur de Starlab, il le voit, mais le mec il fait 3 têtes de plus, il se retourne, il a un visage qui fait vraiment flipper. Là c'est une vraie créature de cauchemar. Et je trouvais ça très intéressant de nous le montrer avec cette vision-là, le paradémon. Cyborg. Putain, ça a été la grosse surprise pour moi dans ce film Cyborg. J'en attendais rien. C'est pas un personnage qui m'intéresse parce que c'est un personnage qui est très porté sur la technologie. Et j'ai horreur de ça, moi. Les Iron Man et compagnie, je déteste. Tu vois, même quand Batman il utilise trop sa technologie, ça me fait chier. Je préfère Wonder Woman, moi, une épée et puis un bouclier, tu vois. Et ouais, j'ai du mal avec les personnages très portés sur la technologie. Et j'attendais rien de Cyborg. Et là, j'ai pris une gifle. J'ai pris une gifle parce que ce personnage, il est développé à merveille. Et on a un film dans le film qui concerne Cyborg. On a une vraie origin story concernant ce personnage. Et la façon dont il est amené, la façon dont il est développé ce personnage, bah moi ça m'a rappelé les films de super-héros des années 2000. Voilà, ça m'a rappelé... tu vois un truc tout con, quand t'as le père Silas Stone qui en voix off explique les pouvoirs à son fils, ce qu'il va être capable de faire, t'as la caméra qui se lève, tu vois Cyborg qui matérialise plein de trucs comme ça avec son œil là, tu sais, des maquettes, des machins en hologramme, en 3D là, et tu vois la caméra qui s'élève comme ça et qui arrive sur lui et qui lui rentre dans l'œil. Et après tu vois ces circuits électriques. Ça m'a rappelé lorsque Peter Parker se fait mordre par l'araignée et tu vois la séquence ADN qui est modifiée, ou lorsque Daredevil, lorsque le... comment il s'appelle j'ai bouffé le nom. Lorsque le gamin voilà, il devient aveugle dans le film Daredevil, c'est pareil, tu as une séquence un peu similaire qui avait été pompée sur Spider-Man, où tu vois sa structure ADN qui est modifiée. Et ben là, moi j'ai eu ça en fait, tu vois, ça m'a rappelé ça, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais ça m'a clairement fait penser à ça. Rien que le plan sur le visage de Cyborg comme ça, je l'ai trouvé incroyable, c'est un des plus beaux plans du film pour moi. Tu vois, j'ai adoré ce plan, et la musique derrière qui se lance, et puis tu vois Cyborg en fait qui a une vraie mentalité de héros, il veut aider des gens qui sont dans la merde, et il le fait super bien quoi. Et j'ai adoré ce personnage, et l'acteur il joue à merveille, on l'avait pas vu ça dans le film de Joss Whedon, là on voit vraiment l'acteur qui s'exprime, qui met toutes ses tripes, toutes ses émotions qui arrivent à transpercer le métal. Tu vois, le moment où son père meurt, tu y crois vraiment à sa détresse. Il est incroyable, je l'ai trouvé génial cet acteur. Magnifique prestation de Ray Fisher. Belle origin story, un beau développement de personnage. J'ai adoré ce film dans le film en fait. Le film concernant Cyborg dans le film Zack Snyder Justice League. L'iconisation à fond les ballons, hein, je pense que là vous l'aurez compris. Parfois on en fait peut-être un petit peu trop, tu vois. Genre Aquaman, lorsqu'il retourne dans la flotte, quand il est en Islande, là, et qu'on a les gonzesses du village qui sortent et puis qui lui chantent une chanson, je trouvais ça un peu chelou comme scène. En fait, moi les meufs, elles m'ont fait plus flipper qu'autre chose. On aurait dit des sorcières qui étaient là. J'étais en mode calme-toi. La meuf, t'as l'impression que c'est vraiment une sorcière qui est en train de te jeter un sort, qui va te bouffer ou je sais pas. En plus, elle regarde, il y a un regard caméra qui est très perçant. Et ça s'arrête pas, la musique elle est super longue, elle dure 30-40 secondes. Ouais, c'est censé iconiser le personnage d'Aquaman pour nous montrer qu'en fait il est déifié par les habitants de ce village, mais là c'est peut-être un peu trop là. Peut-être un peu parti trop loin là. Cette scène elle m'a. Voilà, tu vois, elle m'a un peu dérangé quoi. Mais par contre, l'iconisation, en fait, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que chaque personnage de la Justice League a le droit au moins à sa scène iconique, à son plan iconique. On a Batman sur la gargouille, on a Superman devant le soleil, on a Wonder Woman sur sa statue de la justice, on a le plan sur Cyborg là que je vous expliquais là, que je trouve magnifique, où il est en train de tout matérialiser devant lui. Je l'ai trouvé sublime. On a bien évidemment la scène de Flash dans la Speed Force. Quelle scène incroyable. Même les méchants, tu vois, ils ont un plan iconique, Darkseid qui est comme ça, tel le penseur de Rodin. Steppenwolf, son arrivée là, tu sais, quand il se relève comme ça dans le temple à Themyscira, là, il arrive par le tunnel boom, et là il se relève. Waouh. Il y avait déjà la même scène dans le film de Whedon, mais vu que c'était pas le même Steppenwolf et qu'il était dégueulasse, cette scène elle tombait à l'eau. La même scène avec le nouveau Cara Design, c'est quand même autre chose. Scène iconique plan iconique pour Cyborg, lorsqu'il s'envole et qu'il traverse les nuages avec la lune là derrière, une très, très grosse lune. Ouais, ça c'était un plan qui faisait écho au Batman de 89, hein. Zack Snyder ne s'en est jamais caché. Les paradémons,
Les paradémons, ils sont filmés comme un essaim de frelons qui prend son envol. Tu sais, quand Steppenwolf, il dit arrêtez-le, parce que t'as Batman qui est en train de péter le dôme, là. Là, t'as vraiment tous les paradémons qui s'envolent, et ça fait vraiment penser, t'as l'impression que t'as balancé un caillou sur un nid de guêpe, quoi. Et ça, pour moi, c'est con, mais pour moi, ça fait partie de l'iconisation des paradémons. Tu vois, c'est parce qu'ils sont vraiment filmés comme des guêpes, là, qui... Wow. Et ça fait flipper, pour le coup. J'ai marqué, c'est plein de bonbons pour les fans. Alors ça, par contre, ça nécessite plusieurs visionnages. Et ça nécessite une profonde culture des comics. Que je n'ai pas. Mais il y a plein de bonbons, plein de petits clins d'œil, plein d'easter eggs qui sont disséminés ici et là. On a Zack Snyder qui se perd un moment dans un plan dans le café là, avec Lois Lane. On a le camion à Central City qui provoque l'accident avec Iris West. C'est un camion qui est marqué Gardner Fox. Gardner Fox, c'est le créateur du premier Flash, Jay Garrick. J'aurais préféré du coup, pour le coup, vu que c'est Barry Allen dans le film, c'était peut-être pas très malin. Ils auraient à la limite dû mettre Gardner Fox pour le créateur de Flash et mettre John Broome pour le créateur de Barry Allen. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, voilà. La petite araignée là comme ça de Steppenwolf pour sonder les pensées qui fait clairement penser à Starro. Starro, premier ennemi de la Justice League historique. Hein. La séquence de Cyborg qui fait penser à Batman 89 lorsqu'il traverse les nuages. La petite référence à Wally West aussi, parce que ce flash là de Barry Allen qui dit clairement qu'il a toujours besoin de bouffer, ben ça c'est référence à Wally West. Ryan Choi, alors moi pour être franc avec vous, il a fallu qu'on me le dise. Hein. Ryan Choi, le Atom. Ryan Choi, j'ai fait des petites recherches. Atom, c'est un personnage que je n'ai jamais lu. Voilà, je connaissais Ray Palmer, le Atom historique, le Atom mythique. Donc en fait, si on avait vu Ray Palmer, tu vois, Ray Palmer là, j'aurais fait le lien. Mais là du coup, c'est Ryan Choi, c'est le 4e Atom. J'ai fait des recherches. Tu vois, on me l'aurait pas dit, j'aurais pas su. Hein. C'est pour ça qu'en fait c'est cool parce que peut-être que dans 10 ans j'aurais lu du Ryan Choi et là dans 10 ans je me serais dit putain mais il est dans le film en fait. C'est pour ça que Zack Snyder il a disséminé plein de trucs ici et là comme ça et ça c'est très 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 gratifiant quand t'es fan de l'univers d'ici de trouver les références. Tu vois c'est où est Charlie quoi. C'est comme t'as Kilowog aussi, Kilowog qui est mort là dans les décombres. Il y a plein de petites références comme ça. Allociné, on avait relevé 50. D'ailleurs, je n'ai pas lu l'article, il faudrait que je le lise. Mais il y avait 50 références comme ça, apparemment trouvées, peut-être même plus, hein, on ne sait pas. J'ai bien aimé que Batman ne soit pas mis en avant et qu'il se batte bien. On le voit, il fait des beaux combats, des beaux moves contre les paradémons. Donc ça, c'est cool de voir un Batman comme ça en action qui soit assez agile, assez brutal aussi dans sa façon de combattre. À des années-lumière des Batman qu'on a pu avoir au ciné jusque-là. Donc j'ai bien aimé cette représentation de Batman. Et puis il en fait pas trop, voilà, il est à sa place, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait il a son rôle, il est important, mais sans plus, c'est pas lui qui sauve le monde. On a un vrai retour iconique de Superman, est-ce que j'ai besoin de le dire? Le thème de Man of Steel. On va passer à ça, parce que ça j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. À la base, j'aimais bien le ciel rouge de Joss Whedon lors de la séquence finale. Je trouvais ça très visuellement, très marquant. Très... Voilà, c'était très identifiable en fait. C'est-à-dire qu'il donnait une vraie identité à son film. Avec ce ciel rouge-orange là. Et j'avais beaucoup aimé cette colorisation. Colorimétrie plutôt. Bref, on s'en fout. En même temps, on est sur une chaîne comics. Et du coup j'appréhendais un peu le fait que chez Snyder ce soit plus sombre et qu'on y voie moins, et en fait non, c'est super bien fait. Donc du coup on a remplacé le ciel rouge orangé par un ciel bleu nuit, assez profond, mais du coup je trouve ça encore plus joli que chez Whedon. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup plus ressortir les couleurs. Le noir fait ressortir les couleurs. Voilà. Ça c'est quelque chose, je ne peux pas aller contre. Le noir fait toujours ressortir les couleurs et c'est exactement ce qui se passe. Du coup, tu vois les tirs de laser rouge là qui traversent la nuit, les flammes orangées, le feu jaune, le sang jaune des paradémons, le bleu électrique de Flash. T'as une vraie ambiance visuellement comme ça, t'as des couleurs de partout, c'est très joli et ça ressortait beaucoup moins chez Whedon. Donc en fait, je préfère le ciel bleu nuit de Zack Snyder, même si j'avais bien aimé quand même le ciel rouge de Whedon. Hein. Je vais pas retourner ma veste. On a un super vilain qui meurt à la fin du film, il lui coupe la tête, bordel de merde. Putain, ça fait du bien, quoi. Même si Superman n'aurait peut-être pas dû laisser faire, parce que moi je vois... Ça me dérange pas que Wonder Woman coupe la tête, si vous voulez, à Steppenwolf. C'est clairement ce qu'elle aurait fait. Ça me dérange absolument pas. C'est juste que Superman a l'air d'être complètement d'accord avec ça. Et là, ça me dérange un peu plus parce que Superman, il avait le dessus pendant l'affrontement. Il lui a pété la gueule, il lui a mis grave cher. L'autre, il pouvait plus rien faire. À la limite...
pour être plus en raccord avec Superman tel qu'on le connaît dans les comics, il aurait fallu que Superman se contente de balancer Steppenwolf inconscient au pied de Darkseid, en lui disant « ne t'avise plus de revenir ici ». Là, t'as l'impression qu'il cautionne totalement la décapitation. C'est un petit peu bizarre, je trouve, cette version de Superman de Wonder Woman un peu... Enfin, pas Wonder Woman, mais Superman pour le coup un petit peu trop hardcore. Après, c'est le Superman de Zack Snyder. Et moi, quand je regarde les films de Zack Snyder, maintenant, je me dis que c'est des what if. Voilà. Et que c'est pour ça que les personnages sont pas entièrement respectés. Ça me pose moins de soucis en me disant que c'est une petite trilogie, peut-être quadrilogie un jour, on sait pas, de films dans un univers what if ou Elseworld. Et c'est pour cette raison qu'on a des personnages un peu plus violents que ce qu'on a dans les canons. Voilà. Et ça me dérange un peu moins pour le coup. Mais voilà, c'est un petit truc que j'ai relevé comme ça. Dans les points négatifs, mais j'étais en train de faire les points positifs pourtant. Bah c'est pas grave. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Bon alors la conclusion, je vais vous lire ce que j'ai marqué quasiment mot pour mot. Même si c'est peut-être pas très bien formulé, parce que j'ai écrit ça après avoir vu le film. Il devait être 2h du match, j'avais un peu plein le cul. Sans en occulter les multiples petits défauts de caractérisation, propres à Zack Snyder, il y en a même pas mal. Snyder nous livre une fresque historique du super-héros, mêlant subtilement les différents univers d'ici au sein d'un même film. Atlante, Amazon, Humain, petite référence à Green Lantern, The Martian Manhunter également. Un peu de injustice aussi à droite à gauche. Peut-être, là pour le coup c'était peut-être un peu too much, mais ce que je veux dire par là c'est que dans un seul film, il a fait plein de choses, Snyder. On peut pas lui reprocher ça. Nous offrant également un vrai parcours individuel de super-héros avec Cyborg. Là, on a un vrai développement de Cyborg de A à Z. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'avait fait Sam Raimi avec son Spider-Man dans Spider-Man 1, ben Zack Snyder, il l'a fait là, bam, avec Cyborg dans un film qui n'était pas destiné qu'à lui. C'est ça qui est très fort, je trouve. Ça, je trouve que c'est très très fort. Il iconise ce monde avec maestria, ses persos, il les sublime dans un film passionnant, une fois de plus, quand tu es fan de l'univers d'ici, sinon je comprends que ce ne soit pas passionnant, mais j'ai marqué dans un film passionnant et poétique. Malgré les défauts que je relève, Snyder met en plein dans le mille concernant mes principaux critères. Ce qui occulte presque littéralement à mes yeux les défauts du film. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des défauts, il y a des qualités, les qualités correspondent tellement à ce que moi j'attends d'un film de super-héros que du coup j'ai tendance à ne plus voir les défauts. Voilà. Bien que je vous les ai listés en début de vidéo. Alors, j'ai décidé d'adopter un nouveau système de notation pour les magnétoscopes qui va se baser sur les 5 critères que j'attends dans un film de super-héros. J'avais fait une vidéo que vous retrouverez dans la rubrique pause. Le titre de la vidéo c'était « Quels sont les 5 points majeurs pour faire un bon film de super-héros ?» Les 5 points ils sont là, ce sont les critères principaux que j'attends pour avoir un vrai film de super-héros. Avant je donnais une note comme ça sur 20 en fonction de ce que je pensais du film bien évidemment. Maintenant je vais essayer de recadrer ça un peu plus précisément. Alors si on parle d'iconisation, là je lui mets la note de 4. Alors c'est des notes, vu qu'il y a 5 points, je vais mettre des notes sur 4, comme ça nous fera une note sur 20. Au final vous suivez. Iconisation pour moi on est à 4 sur 4, on ne peut pas faire plus. Tu ne peux pas faire plus iconique que ça. Tous les personnages ont leur plan iconique, leur scène, leur musique, tout. Voilà. Pas à chier, pas à tortiller du cul. Au niveau du scénario, j'ai mis 4 sur 4 aussi. Vous allez dire, wow, t'abuses, t'es un fanboy. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 4 sur 4 au scénario. Parce que pour moi, il a fait tout ce qu'il y avait à faire dans ce film. Il a mêlé tout ce qu'il y avait à mêler de l'univers d'ici. Voilà, comme j'expliquais, les Atlantes, les Amazones, il a fait un film dans un film avec le personnage de Cyborg. Il a fait c'est presque un film final de saga. C'est-à-dire que en fait, tu peux le voir comme étant le premier film, la première aventure de la Justice League, le premier film de la Justice League, mais tu peux aussi le voir comme étant le dernier film de la Justice League. C'est juste qu'il manque l'affrontement contre Darkseid, c'est tout. Mais sinon, en soi, dans tout ce qui se passe dans le film, etc., les enjeux, la façon dont ils sont montrés, la façon dont on traitait les personnages, les combats finaux, l'orchestration de tout ça, t'as vraiment l'impression de voir un film de fin de saga, quoi. Au niveau du budget, au niveau... Et pour moi, c'est ça qui est fort, c'est que ça fait à la fois office de premier film, à la fois office de dernier film. Ça fait à la fois film perso pour Cyborg, ça fait film de groupe aussi. Au niveau des enjeux, j'ai mis 3,5 sur 4.
J'enlève un demi-point parce que j'aurais préféré voir Darkseid détruire une planète. Pour nous montrer à quel point le personnage est badass et n'est pas là pour rigoler. Voilà. C'est juste ce qui manque. C'est pour ça qu'il manque pas grand chose. J'enlève un demi-point. Pour l'instant, c'est un carton plein. Hein. Au niveau du ton, c'est 4 sur 4. Il y a du drame quand il faut que ce soit dramatique. Il y a un tout petit peu d'humour comme ça. Alors, il y a de l'humour avec Barry Allen. Ça, j'en ai pas parlé dans les points négatifs. C'est vrai que le personnage est toujours aussi relou. Voilà, et la séquence de la saucisse, tout ça. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Il y a des sauces qui sont mal placées. Mais au moins, il y a quand même. Dans le soi, c'est pas l'humour qui l'emporte comme dans la version de Whedon. Il y a du drame. Tu comprends les enjeux, tu les ressens. Il y a de l'épicness, il y a un petit peu d'humour, il y a de l'amour aussi avec Lois Lane qui retrouve son bien-aimé, le coup de foudre entre Barry Allen et Iris que je trouve magnifique dans cette scène sublimée. Enfin, donc le ton pour moi, 4 sur 4 parce qu'il y a absolument tout. Voilà. Et là où le film pêche, c'est au niveau du respect. 2,5 sur 4. 2,5 sur 4 parce que dans l'ensemble, si on parle pas des autres films, son Superman est respecté. Si on parle pas des autres films, je te parle. Hein, je te parle pas de BVS et de Man of Steel, je te parle que de ce film-là. Justice League, Zack Snyder. Superman, il fait du Superman, ça va, il est pas déconnant avec ce qu'on peut lire dans les comics. Wonder Woman non plus, mis à part le fait qu'elle déglingue un mec gratuitement, mais bon, ça voilà. Hein. Pour le reste, elle fait du Wonder Woman, ça m'a pas semblé plus bizarre que ça. Cyborg, voilà. Cyborg, il est très fidèle à la version que je connais de lui des New 52, j'ai rien lu d'autre sur Cyborg. Flash est complètement foiré, Aquaman est complètement foiré. Voilà, on est d'accord. Et les villes aussi sont pas très identifiables. Après, Steppenwolf, Darkseid, tout ça, c'est propre. Donc voilà, c'est pour ça que t'as deux persos sur... Puis il n'y a pas Green Lantern, mais bon, voilà, après ça, c'est encore un autre souci. Mais quand tu as deux persos quand même majeurs dans l'histoire qui sont pas respectés par rapport à leur version canonique des comics, ça me pose souci. C'est pour ça que je mets que 2,5 sur 4. Si l'on fait la moyenne des notations, on trouve la note de 18 sur 20, bam. Et vous l'aurez compris, du coup, eh bien, il arrive au même niveau que Batman Begins, qui était jusque-là mon film DC préféré. Et pour être franc avec vous, si j'avais opté pour l'ancien système de notation, classique, je pense que je lui aurais mis 18,5 à ce ZSJL. Pourquoi ? Tout simplement parce que je le considère quand même au-dessus de Batman Begins. C'est juste que là, avec ce système de notation, il se trouve qu'il arrive ex aequo avec l'autre. Après, si je devais renoter Batman Begins avec ce système-là, je pense que Batman Begins arriverait peut-être pas aussi haut. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, Zack Snyder par Justice League, c'est devenu mon film DC préféré, mais je vais même aller encore plus loin. C'est devenu mon film de super-héros préféré. Jusque-là, la place était réservée à... j'hésitais entre Batman Begins et Spider-Man 2. Hein. Mais là, je dois vous avouer que pour moi, il a mis la barre encore plus haut, ce film. C'est incroyable, en changeant le montage, en changeant les musiques d'un film... à quel point, bon, il n'y a pas eu que ça, il y a eu des reshoots, etc., etc. Il y a eu le fait que le premier film durait 2 heures et que celui-là, il endure le double. Bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le même film, on est passé quand même de ce que je considérais comme étant une pure bouse, vraiment quelque chose de catastrophique. Je crois que j'avais mis la note de 7 sur 20, quelque chose comme ça. Et là, le même film, retravaillé par son créateur original, devient pour moi le meilleur film de super-héros de l'histoire. J'ai passé un moment incroyable devant Zack Snyder's Justice League. J'ai pris des gifles, j'ai frissonné, j'ai eu vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un film en fait. Je l'ai pas regardé ce film, mais je l'ai vécu. J'étais dedans, j'en ai tremblé, et pour être franc avec vous, j'ai même versé ma larme à un moment. Je sais plus à quel passage c'était. Mais je me souviens avoir versé ma larme. J'ai jubilé. Tu vois, la séquence de Wonder Woman, son premier combat contre les terroristes, j'ai jubilé. J'étais comme un dingue. Voilà, avec le thème de Junkie XL qui retentit, j'étais comme un fou parce que je voyais... Ça prenait vie, le film que j'avais imaginé en 2017, que j'aurais voulu voir au cinéma, prenait vie là sous mes yeux et je voyais tout ce que j'avais envie de voir à l'époque, mais en mieux,
en mieux, parce que j'aurais jamais imaginé, par exemple, cette nouvelle variation du thème de Wonder Woman, je l'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, qu'on puisse faire, à partir de son thème original, quelque chose d'encore plus épique, plus intense. Non, je sais que certains me traiteront de fanboy ou quoi que ce soit, mais je m'en bats les couilles, j'ai vraiment... Et je ne m'attendais pas à vivre une telle expérience. Pour être franc avec vous, je ne m'attendais pas du tout à ça. La hype était retombée, après voilà, j'ai vu les premiers trailers, je me suis dit ça va être vachement cool, etc. Puis quand j'étais devant, mais j'ai halluciné. J'ai retrouvé des sensations que j'avais quand j'étais plus jeune, devant Spider-Man, devant les X-Men, devant les Batman de Nolan. J'ai retrouvé ces sensations-là, je les avais perdues, je pensais les avoir perdues à tout jamais, et je pensais jamais revoir un film de super-héros de cette trempe. Et j'ai été comblé. Vraiment. Ce film m'a rendu heureux. Pendant 4 heures, ce film m'a rendu heureux. Ce film m'a fait oublier tous les petits soucis qu'on peut avoir à droite à gauche, l'anxiété, le stress du quotidien, tous ces soucis-là. Pendant 4 heures, j'étais plongé dans mon univers d'ici avec mes héros préférés. Et tant pis pour leur représentation foireuse pour certains d'entre eux. L'essentiel, c'est le sentiment final et général que j'ai quand je parle de ce film, en fait. C'est ça qui compte, en fait. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo magnétoscope qui était très longue. Je suis éreinté, j'ai mal à la gorge, j'ai beaucoup trop parlé. Voilà. Merci à Zack Snyder d'être allé au bout de son ambition, au bout de son projet. Je me souviens maintenant pourquoi j'ai versé ma larme. J'ai versé ma larme à cette petite dédicace finale. Voilà, j'ai toutes les émotions du film qui m'ont submergé d'un coup. Et puis le pour Autumn, pour sa fille qui est décédée à la fin du film, là, a fini de m'achever. Il a fini littéralement de m'achever. Bref, c'était incroyable. Merci Zack Snyder, merci à toi de nous d'avoir lavé l'honneur, d'avoir réparé cette injustice. Et je pense sincèrement ne jamais revoir un film des super-héros de cette trempe un jour. Au moins on l'a eu. Merci.